Alors, pourquoi ce livre sur Jean-Louis Crémieux-Briac? C'était un personnage qui avait acquis à la fin de sa vie, longue vie puisqu'il avait 98 ans lorsqu'il est mort, il nous a quittés il y a 5 ans. Il avait acquis une certaine notoriété, voire une assez grande notoriété parmi les historiens de la période, parmi les gens qui s'intéressaient à la Seconde Guerre mondiale, mais je dirais qu'au sein, au sein du grand public, ce n'était pas une figure très connue. Et pourtant, cet homme a une vie d'une richesse exceptionnelle. Il a eu d'une certaine façon 3 vies qui me paraissaient tout à fait importants de relater dans le maximum, avec le maximum d'informations, parce que c'est un parcours extraordinairement riche. 3 vies parce que ça a commencé avec son expérience durant la guerre. Il a été au sein de la France libre. Jeune homme, il a exercé des responsabilités tout à fait éminentes. Il a été en charge de la diffusion clandestine auprès des réseaux de résistants. Il a monté de toutes pièces un système d'écoute de Radio Paris. Il a eu en charge d'être le secrétaire général du comité de propagande, c'est-à-dire l'instance française au sein de la France libre qui avait pour vocation de négocier avec les Anglais le temps de parole, de voir ce qui était, je dirais, possible de dire et à l'inverse, ce qui n'était pas souhaitable de dire aux yeux des Anglais. Bref, c'est un homme qui a eu vraiment des responsabilités tout à fait importantes au sein de la France libre. Et puis, il a été également un des piliers, un des créateurs de cette institution très originale qu'est la documentation française, qu'il a fondée en 1944 à la Libération. Institution qui avait au départ pour vocation vraiment d'informer de manière fiable, documenter les décideurs, les responsables politiques et administratifs, en tirant l'expérience quand même de cette avant-guerre, de ces années 30 où justement les décideurs avaient manqué d'une information fiable, documentée sur la réalité de la situation politique, économique, et notamment des pays européens, à commencer par l'Allemagne et l'Italie. Il a mené cette carrière brillamment. Il a été directeur donc à la fin de la documentation française, et puis à 65 ans, est venu le temps de la retraite. Mais contrairement à d'autres hommes, il n'a pas cherché à vivre une retraite paisible et prendre sa canne à pêche pour aller pêcher sur les bords de Marne. Il a entamé une carrière d'historien tout à fait exceptionnelle, puisqu'il a choisi de s'intéresser finalement aux épisodes, aux grands épisodes qu'il avait vécus en tant que témoin et en tant qu'acteur, pour en être 50 ans après l'historien. 40 ans après, à l'époque, ça faisait 40 ans, puisque son premier grand livre qu'il a fait connaître, qui s'appelle Les Français de l'an 40, que l'on a vu reparaître là ces jours-ci, puisque le livre est sorti dans la collection Folio Histoire, livre qui paraît en 1990, donc c'est 50 ans après la défaite de 40. Ce livre tout à fait extraordinaire parce qu'il analyse de fond en comble toutes, je dirais, les sphères de la société française entre 1939 et la défaite de 40. Donc il cherche à analyser les raisons profondes de cette défaite, pas simplement sur le plan militaire, mais vraiment en analysant, en fouillant dans tous les recoins de la société française et en essayant vraiment de mettre en évidence les éléments qui ont conduit à cette défaite. Et ça, c'est un travail tout à fait remarquable, qui avait été fait en son temps de façon tout à fait, évidemment, remarquable aussi par Marc Bloch, mais à la différence du livre de Jean-Louis Crémieux-Briac, Marc Bloch, quand il écrit L'étrange défaite à l'automne 1940, il n'a pas encore, évidemment, une base documentaire. Il s'appuie avant tout sur quelques témoignages et sur sa propre perception des choses, mais il ne peut pas mener un travail d'historien de fond en comble. Donc ce travail d'historien, Jean-Louis Crémieux-Briac va le mener pour la défaite de 40, mais aussi pour la France libre, puisqu'il va rédiger dans les années 90 son maître ouvrage sur la France libre, qui fait le point, là aussi, sur une expérience qui était certes connue, mais pas si bien connue que cela. Les ouvrages qui avaient été consacrés à la France libre étaient lacunaires, n'étaient pas toujours
indemne de défaut, de parti pris, et lui, Crémy-Briac, va vraiment s'attacher, encore une fois, grâce à un travail de documentation extraordinaire, de consultation d'archives à la fois françaises et étrangères, souvent inédites, à restituer dans toutes, je dirais, ces domaines, l'expérience de cette aventure extraordinaire qui a été la France libre. Alors, ce que l'on peut tirer comme enseignement de la défaite de 40, au travers de l'expérience de Crémy-Briac, tout à la fois de témoins d'acteurs et d'historiens, c'est à la fois, sur le plan, je dirais, de l'utilisation des armes, de l'utilisation des hommes, des troupes, c'est une impréparation évidente. Là-dessus, son constat n'est pas très différent de celui de Marc Bloch dans L'étrange défaite, mais Crémy-Briac va beaucoup plus loin dans l'analyse de l'état des troupes. Il va s'appuyer sur des journaux de troupes, sur des correspondances, sur des lettres. Il a notamment récupéré des fonds qui étaient ceux de la censure, qui étaient chargés de faire le tri entre les lettres qui devaient être distribuées aux hommes et ceux qui devaient être interdites. Donc il s'est appuyé sur un fonds documentaire et d'archives absolument considérable. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a une profonde ambivalence, je dirais, entre l'impréparation des troupes, en raison de cette doctrine d'usage, d'emploi des armes qui était obsolète, qui reposait très largement sur des enseignements de la guerre de 14-18, mais qui n'avaient pas du tout été, mise à jour au regard de ce qu'était non seulement l'armée allemande, l'évolution technologique, mais aussi l'emploi des troupes elles-mêmes faites par l'armée allemande, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les Polonais subissent de plein fouet le feu allemand au début de l'année 40. Ça aurait pu être un enseignement, et un enseignement qui n'a pas été tiré par les Français lorsque les Allemands vont attaquer les Français en mai 1940. Donc ça, c'est une première chose. Marc Bloch l'avait montré, mais Crémy-Briac va beaucoup plus loin, et il montre un certain nombre de choses. D'abord, les Français avaient numériquement à peu près les armes, en tout cas pour ce qui est des armes de terre, c'est-à-dire l'infanterie et les chars. Les Français avaient numériquement à peu près le même nombre d'armes que les Allemands. Ils pouvaient, en théorie, tenir tête aux Allemands. Le problème, c'est que l'usage de ces armes était tout à fait différent du côté français par rapport au côté allemand. Les Allemands, eux, avaient choisi clairement de privilégier leurs meilleurs hommes en tête de front, avec ces fameuses Panzerdivision qui ont été vraiment un rouleau compresseur terrible dont les Français ont subi les effets. Alors que du côté français, on a mélangé les unités d'actifs avec les unités de réservistes. Les réservistes étaient utilisés sur des points du front où normalement il y aurait dû avoir des hommes beaucoup plus aguerris, beaucoup plus entraînés, ce qui n'a pas été le cas. Et puis surtout, il y avait des unités d'infanterie, très éloignées de d'autres unités de cavalerie, donc de chars, et les avions, alors là pour le coup, les avions n'ont été que d'un appui extrêmement faible, d'abord parce qu'ils étaient numériquement inférieurs, ça c'est la grosse lacune sur le plan de l'armement de l'armée française. Les Allemands avaient beaucoup plus d'avions que les Français, mais surtout l'usage qui était fait de ces avions était très faible du côté français. Et puis, il y avait une autre faiblesse du côté français, c'est quand même l'état du moral des troupes, qui était au départ plutôt bon quand la guerre a été déclenchée, en septembre 1939, quand Crémy-Briac arrive à restituer le moral des troupes au travers, encore une fois, de tout un ensemble de documents, de correspondances, qui montrent que les Français ont foi en la victoire française en septembre 1939, et puis au fur et à mesure, la drôle de guerre, cette fameuse période qui s'éternise, qui dure, où les hommes n'ont rien à faire puisqu'ils sont en guerre, mais ils ne combattent pas face aux Allemands. Cette drôle de guerre va miner le moral, va les déprimer, et surtout va les démotiver, et va avoir un effet terrible, puisque lorsque l'offensive allemande éclate en mai 40, on voit bien que les Français ne sont plus vraiment préparés. Et ça c'est un enseignement vraiment tout à fait intéressant que montre Crémy-Briac à travers ses travaux. Moins en tant que témoin, puisque lui-même n'a pas vécu la drôle de guerre de façon, je dirais, passive, même s'il a pu voir quand même, je dirais, l'état d'esprit d'un certain nombre de soldats, notamment son chef d'unité,
durant la drôle de guerre, il est envoyé en Bretagne. Et lorsqu'il arrive dans son unité d'infanterie en Bretagne, il rencontre son responsable, qui doit être, je crois, capitaine ou lieutenant-colonel, je ne sais plus, et qui lui dit: jeune homme, vous devez avoir d'abord ces deux choses en tête. Ne faites jamais le jour même ce que vous pouvez faire le lendemain, et ne faites jamais vous-même ce qui peut être fait par un autre. Bon, alors évidemment, quand il entend ça, il saisit déjà un état d'esprit d'une armée française qui ne lui semble pas être vraiment très, très aguerrie, très au fait, je dirais, de la situation. Et puis il avait déjà lui-même, en tant que témoin, vu ce qu'était l'instruction. Il a fait ses classes à Saint-Cyr parce qu'il était dans les OR, les élèves officiers de réserve. Il a choisi volontairement d'être dans les OR. Et lorsqu'il arrive à Saint-Cyr, en 1939, lorsque la guerre éclate, parce qu'il doit faire 4 mois d'instruction accélérée pour compléter sa formation, eh bien, on lui remet une vareuse à moitié déchirée, un casque trop grand, un uniforme qui ne correspond de toute évidence pas à celui d'un officier de ce qui, à l'époque, est considéré comme la meilleure armée du monde. Donc là, c'est assez probant pour lui, déjà. Et en guise d'innovation, lorsqu'il est à Saint-Cyr, il apprend quoi? Il apprend que face au déluge de feu ennemi, eh bien, il y a le fameux trou Gamelin. Qu'est-ce que c'est que le trou Gamelin? Ça consiste, plutôt que de creuser une tranchée, parce que c'est un peu long, eh bien, creuser d'un trou d'1,50 m de profondeur, à se cacher dedans, en espérant, n'est-ce pas, que les bombes lancées des avions allemands n'atteindront pas l'homme qui sera caché dans ce trou Gamelin. C'est à peu près